écologique. Donc c'est à vous, Marie-Laure. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer effectivement de vous expliquer ce qu'est l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Je répondrai à toutes les questions, enfin j'essaierai de répondre à vos questions après. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a plein d'idées, de choses à faire ici. Donc dans un premier temps, on va repartir de l'historique. Le principe de l'expérimentation est posé sur trois grandes idées. Personne n'est inemployable, donc toutes les personnes effectivement qui sont en recherche d'emploi ont des compétences et des savoir-faire. Faut-il encore que les emplois qu'on leur propose soient adaptés effectivement à ce qu'ils savent faire et ce qu'ils peuvent faire. La deuxième grande idée, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de travail à faire. C'est pas le travail qui manque, d'ailleurs on en a entendu parler là, c'est la grande idée, c'est l'emploi. La différence entre emploi et travail, c'est qu'effectivement, l'emploi, c'est un travail qui est rémunéré. Mais il y a plein de choses à faire. Et la troisième idée, je ne sais pas si on peut appeler ça une idée, en tout cas c'est un constat, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Et que cet argent, qui actuellement est dépensé pour couvrir les dégâts du chômage, pourrait peut-être être plus utilisé pour créer des emplois. Donc c'est les trois grandes idées. Juste pour parler un peu du contexte, 2016, alors bon, les chiffres ont guère changé, on dira même qu'ils se sont sans doute pas améliorés, 2,5 millions de personnes qui sont effectivement concernées par ce qu'on appelle la privation d'emploi de longue durée. Pour expliquer ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui est en recherche d'emploi depuis plus d'1 an, qui n'a pas travaillé ou travaillé à temps réduit, et qu'il soit inscrit d'ailleurs ou pas à Pôle emploi. Parce que ça, effectivement, c'est une donnée majeure. Il faut que vous sachiez que dans nos EBE, donc on en a 12 sur 10 territoires en France, 46% des personnes qui sont employées n'étaient pas inscrites à Pôle emploi avant effectivement d'arriver dans la démarche. Donc ça dit très clairement que toutes les personnes qui recherchent un emploi ne sont pas systématiquement, et c'est un des enjeux de cette expérimentation et des territoires que d'aller chercher toutes ces personnes effectivement qui sont hors champ, parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens hors champ. Une qualification aussi dans la répartition du chômage de longue durée. 44% n'ont pas d'emploi depuis 1 à 2 ans, 21% entre 2 et 3, et quand même presque 34% depuis plus de 3 ans. Donc là, on commence à arriver à de très très longue durée, et il est clair que là, on commence à avoir les effets délétères, on va dire, du chômage, avec toutes les difficultés et toute la précarisation que cela suppose. Sur le projet. Donc le projet, l'enjeu, c'est de proposer des emplois de droit commun, c'est-à-dire en CDI, à temps choisi. C'est les gens qui définissent effectivement le temps de travail dont ils ont besoin ou qu'ils souhaitent, payés au SMIC, pour effectuer tous les travaux utiles qui ont pu être recensés sur un territoire donné, tout en veillant à ce que leurs activités ne soient pas concurrentielles ni à l'emploi public, ni à l'activité économique des entreprises qui sont déjà installées. Et pour financer tout ça, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, il faut bien le dire, on réaffecte le coût du chômage de longue durée qui a été estimé par des économistes dans une étude qui a été menée par ATD Quart Monde, je ne sais pas si c'est une grande ONG, donc, dans laquelle d'ailleurs Patrick Valentin a pu développer l'idée qu'il portait depuis 1995, et qui a permis de chiffrer le coût de la privation d'emploi par an et par personne aux alentours de 18 000 euros. Donc évidemment, il y a un delta, 18 000 euros effectivement contre un coût d'un SMIC et effectivement des charges qui peuvent être inhérentes au fait de créer des emplois. Ce delta doit être financé effectivement, c'est le modèle économique, par le chiffre d'affaires qui
qui va être généré par l'activité des personnes. Voilà, c'est le principe. Ces 18 000 euros se décomposent en 4 grands pavés, on va dire. Et il y a ce qu'on appelle les dépenses sociales, qui représentent à peu près 26%, qui sont tous les minima sociaux, que ce soit le RSA, que ce soit l'allocation solidarité spécifique qui est versée par Pôle emploi, et les allocations logement et toutes ces choses-là. Il y a les dépenses liées à l'emploi, donc tout ce qui est lié à l'accompagnement, à la formation effectivement aussi des personnes qui sont privées d'emploi, les coûts induits, tout à l'heure vous en parliez, tout ce qui est lié à la santé, aux problématiques d'éducation qui sont générées par la précarisation des familles notamment, et puis le manque à gagner, qui est autour de 30%, parce qu'effectivement, et c'est facile à comprendre, les personnes qui ne travaillent pas ne cotisent pas. Et donc toute la problématique des retraites, enfin vous savez ce qu'il en est. Donc comment ça se passe? Parce que effectivement c'est avant tout ça. Le principe initial, c'est que sur un territoire donné, défini, qui ne doit pas être un territoire très très grand. Pour donner une idée des 10 premiers territoires qui ont été habilités, donc fin 2016, pour une loi qui avait été, puisqu'on dépend d'une loi d'expérimentation, votée à l'unanimité, ça c'est la petite histoire, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui suppose bien quelque part qu'on doit pouvoir sur un territoire faire consensus. S'ils sont capables de le faire tout là-haut, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas ici. Voilà. Donc le principe, effectivement, c'est que sur un territoire donné, comme à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, comme Pipriac-Saint-Quentin en Ille-et-Vilaine, comme Villeurbanne, enfin un quartier de Villeurbanne qui s'appelle le quartier Saint-Jean, qui est un quartier prioritaire de la ville, où effectivement le taux de chômage et la précarité sont prégnants, comme à Tourcoing-à-Los à Lille, comme Colombelle dans le Calvados, comme Jouques, je vais essayer, Jouques dans les Bouches-du-Rhône, une ville, comme Thiers, dans un quartier également prioritaire de la ville, comme à Colombey-les-Belles, qui est une communauté de communes de Meurthe-et-Moselle, comme Colombelle, à côté de Caen, et comme Prémery, d'où je viens, dans la Nièvre. Donc, hein, et Paris, j'oublie Paris, mince. J'avoue Paris 13, 3 rues, alors c'est un petit peu plus compliqué, mais en l'occurrence, 5 territoires urbains ou périurbains et 5 territoires ruraux, pour savoir effectivement comment ça se décline dans ces deux types de configurations, et c'est évident que ça ne se décline pas tout à fait de la même manière. Mais donc, en l'occurrence, l'enjeu de base pour pouvoir espérer, parce qu'il est question d'espoir pour les gens, pouvoir mener à bien cette expérimentation sur un territoire, c'est de faire le consensus, c'est-à-dire que les gens, les acteurs, on va appeler ça les acteurs socio-économiques, les politiques, les habitants, les associations, enfin toutes les personnes, Pôle emploi, le département, enfin je vous en passe des meilleurs, enfin les gens qui habitent et qui sont concernés effectivement par la vie sur ce territoire, la vie sociale, la vie économique, se mettent autour de la table et décident ensemble qu'il est temps de faire quelque chose pour les gens qui, à côté de chez eux, ne vivent pas nécessairement bien le fait d'être sans emploi. Je parlais tout à l'heure du fait que l'on propose un emploi, on est bien d'accord, et ça c'est un essentiel, ça se pose sur la notion du volontariat. Privé d'emploi est volontaire pour un emploi. Il est tout à fait envisageable et tout à fait normal de considérer que certaines personnes ne sont pas dans ces logiques-là, et c'est tout à fait respectable. Donc, ce premier élément de consensus est vraiment indispensable. C'est long, je ne vous le cache pas, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément tous les mêmes considérations, et ça, je pense qu'on doit le dire, sur ce qu'est le chômage, sur ce que vivent les chômeurs, les a priori qui peuvent être véhiculés par les uns ou par les autres,
se retrouvent autour de la table également. Et c'est effectivement un travail de longue haleine, enfin, on ne va pas mettre 1000 ans, hein, enfin, mais en tout cas, il faut bien considérer qu'il y a un temps, et ce temps est indispensable aussi pour maturer, parce que c'est quelque chose qui se construit ensemble. Il est important également de ne pas oublier dans les habitants les personnes qui sont concernées par la privation d'emploi, parce qu'elles ont aussi beaucoup de choses à dire et elles sont avant tout des habitants également. Chez nous, on a, pour faire notre historique, on a commencé à s'intéresser à l'expérimentation bien avant, quand on était vraiment dans le domaine de l'utopie, et pas de l'utopie réaliste comme ils disent maintenant. On était vraiment dans le domaine de l'utopie en 2014. La loi votée à l'Assemblée nationale, que je vous disais tout à l'heure, fin 2015, cette loi qui s'intitule Loi d'expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée, et votée donc au Sénat en début 2016, a permis la mise en place d'un cahier des charges en juin, et l'habilitation donc des 10 premiers territoires en novembre 2016 pour une ouverture des EBE, entreprises à but d'emploi, pour la plupart début 2017. Donc on a fait FISA. Sachant que déjà, dans cette première vague d'habilitation, un certain nombre de territoires n'ont pas été retenus. Puisque dans la première loi, il y avait une définition d'un nombre de territoires. Je ne vous cache pas qu'on espère que dans la deuxième, qui, on l'espère, devrait arriver prochainement, ce ne sera peut-être pas tout à fait la même façon de procéder. Donc, une fois que ce consensus a pu être obtenu, que le territoire a dit on y va, que les collectivités, puisque c'est quand même basé sur la volonté d'une collectivité, c'est pas une association qui va dire je veux y aller, elle peut être à l'origine, hein, mais en tout cas c'est un territoire qui s'engage. Et donc entre nous, chez nous, après Brie, c'était l'ancienne communauté de communes entre Nièvre-la-Forêt qui s'est engagée dans cette démarche et qui a effectivement accompagné la création de ce comité de pilotage qu'on appelle le comité local et que moi j'appelle le porteur de projet, donc qui réunit tous les acteurs du consensus autour de la table. La deuxième étape, c'est pas la recherche des travaux utiles, même si c'est facile presque, c'est la rencontre des gens. Parce que le principe du projet, c'est d'apparier des compétences avec des activités. Et très souvent, et notamment dans le milieu rural, le facteur bloquant n'est pas tant les activités, parce qu'on en a vu quelques-unes, mais il y en a des dizaines, c'est les compétences disponibles. Et donc il faut rencontrer les gens, savoir quelles sont leurs compétences, et pas seulement leurs compétences métiers, parce qu'effectivement, on en est maintenant à se dire que on ne fera pas tous le même métier, on ne fera pas le même métier toute sa vie, et effectivement on développe de fait un certain nombre de compétences personnelles, de compétences, et l'enjeu c'est d'aller chercher ces compétences. Donc on demande aux gens, c'est ce qui s'est passé chez nous en tout cas, ce qu'ils savent faire, au sens large, ce qu'ils veulent faire, et donc aussi une forme de positionnement en tant qu'habitants, en tant que créateurs de leurs propres emplois, et accessoirement, parce que ça me paraît indispensable, ce qu'ils ne veulent pas faire. Parce que effectivement, quand on est privé d'emploi et qu'en plus on nous propose un boulot qu'on ne veut pas faire, c'est compliqué parfois de repartir sur ses pieds comme il faut. Donc une fois qu'on a fait ce listing des compétences, du nombre de personnes qui veulent faire telle activité, du nombre de personnes qui se verraient bien plutôt faire celle-ci, le principe c'est de dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Et alors là, on ouvre la porte.
On ouvre la porte et effectivement, l'enjeu, c'est de ne pas se limiter à ce qui peut paraître évident. C'est effectivement d'aller chercher vraiment tous les besoins des habitants, des entreprises, de la collectivité, des potentiels arrivants d'un territoire, enfin vous avez de la forêt. Enfin voilà, l'enjeu c'est vraiment d'aller lister aussi de cet autre côté et de ne pas se limiter à ce qu'on peut imaginer comme métier qui serait bien à faire. La précarité, c'est très important. C'est un élément clé chez nous aussi. Parce qu'effectivement, quand il y a un certain nombre enfin la main-d'œuvre, si on peut appeler ça comme ça, c'est des heures de travail, et effectivement, ça rend possible de répondre aux besoins du territoire. Dernière étape, et pas la moindre, c'est on a Paris. Vous avez les compétences, vous avez les activités, et donc on va créer l'entreprise à but d'emploi. Chez nous, elle s'appelle EBE 58. Alors, c'est pas très... Voilà. Mais bon, on a voté en 2010, enfin, fin 2016, les futurs salariés qui ont participé à la création de cette entreprise. Ça aussi, c'est un des fondamentaux. Il faut qu'ils soient associés à tous les moments de la structuration du projet sur le territoire. Donc c'est eux qui ont voté et on est devenu l'EBE 58. Et puis après, effectivement, vogue la galère. Parce que c'est pas un long fleuve tranquille, vous imaginez bien. 2017, donc le 6 février 2017, on a embauché les 25 premiers salariés. On est fin janvier 2020, avec 92 salariés, on a créé en tout 116 postes. Donc, un certain nombre de personnes sont parties, hein, pour 12 emplois, pour des problématiques, malheureusement des décès. Enfin voilà, vous avez... donc il y a eu la création de 116 emplois, 92 emplois, 87 équivalents temps plein, parce qu'effectivement, on a aussi dans les personnes qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps, des personnes qui sont en situation de handicap. Tout à l'heure, on parlait de personnes inemployables. Effectivement, personne n'est inemployable, tant soit peu qu'on soit capable d'adapter les emplois. Et c'est un des enjeux des entreprises à but d'emploi, que d'être ce qu'on appelle des entreprises inclusives, c'est-à-dire avoir la capacité, effectivement, d'intégrer les personnes qui souhaitent y travailler. On y rajoute sur Prémery le concept de l'entreprise apprenante, parce qu'effectivement, c'est une des caractéristiques du chômage de longue durée. Les personnes qui ont cherché ou qui cherchent depuis longtemps du travail ont souvent fait des petits boulots ici et là. Mais elles n'ont pas nécessairement développé toutes les qualifications qui permettent effectivement d'en faire des activités génératrices de chiffre d'affaires. Et donc il y a tout ce travail de professionnalisation, mais également d'acquisition de l'autonomie. Parce que la moyenne chez nous, c'est 54 mois de chômage. Donc, et nécessairement, on perd un certain nombre de repères, on perd un certain nombre de savoir-être en entreprise, et il faut du temps. Et c'est l'enjeu de l'entreprise que de permettre aux personnes d'arriver à retrouver effectivement ces fameux repères qui, pour certains, seront des repères importants pour aller ailleurs, parce que c'est pas, voilà, c'est un des enjeux aussi, que le BE serve de tremplin via l'acquisition effectivement d'un certain nombre de formes de professionnalisation, d'autonomie, pour lever aussi des freins. Essayez donc de passer votre permis quand vous avez des parents qui étaient au chômage et qui n'ont pas de quoi vous le payer. Je ne vous parle pas de la voiture qui tombe en panne alors que vous avez 500 €. Effectivement, d'aller trouver du travail ailleurs. Donc les emplois en CDI qu'on propose facilitent aussi pour chacun la levée des freins à l'emploi classique. Et qui, dans le milieu rural, malheureusement, n'est pas à côté de la porte, il faut bien se le dire.
Donc, en tout cas, ces enjeux d'entreprise sont très importants et sont au cœur, effectivement, du travail des EBE. C'est les progressions fulgurantes du nombre de salariés ont généré, et c'est un des reproches qui est fait d'ailleurs dans les analyses, les audits qui étaient prévus dans la loi et qui effectivement ont fait couler, alors peut-être pas ici, mais enfin dans un certain nombre d'endroits, beaucoup d'encre, parce que voilà, effectivement, il y a des choses qui sont sans doute à améliorer. C'est aussi le but d'une expérimentation. Et effectivement, les structurations d'entreprise, l'organisation. Quand on a démarré, on avait 25 salariés. On avait effectivement ce complément versé actuellement par l'État au fonds d'expérimentation qui nous le reverse de 18 000 €, hein, puisque l'État s'est subrogé à Pôle emploi, à la CPAM, aux caisses de retraite, effectivement pour verser les économies ou les gains qu'ils ont pu faire. Et c'est donc l'État qui finance et qui reverse actuellement au fonds d'expérimentation qui est le chapeau, on va dire, national, hein, aux entreprises à but d'emploi sur les territoires. En tout cas, ces reproches, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand on a démarré, le département de la Nièvre est un département pilote, puisqu'ils ont aussi versé les RSA, hein, puisque c'est les départements effectivement qui financent et qui payent le RSA aux personnes qui sont vraiment en grande difficulté. C'est l'argent qu'ils ont économisé, puisqu'on a embauché des gens qui étaient au RSA, donc plus de RSA à verser, ils l'ont retransféré à l'entreprise. Donc c'était un effort important pour le département de la Nièvre, il faut le dire. Mais en tout cas, un vrai engagement. Et donc nous, les salaires étaient payés. Oui, mais ils avaient juste oublié une toute petite chose, c'est qu'il n'y avait rien d'autre. Donc vous aviez des gens qui étaient là, tout plein de bonne volonté, mais ils n'avaient aucun outil. Les locaux, on les avait quand même parce qu'effectivement, la communauté de communes nous avait mis à disposition un château. Donc on a été un certain nombre de temps avec des lustres à pampilles. C'est vrai. Bon, pas de chauffage, mais des lustres à pampilles. Et en l'occurrence, on n'avait strictement rien. Alors, même pas une pelle. Donc, vous imaginez bien, mais il fallait démarrer. C'était important. Parce que l'utopie, elle était toujours là comme un truc. Ben non, ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à ouvrir. Ils n'arriveront pas à embaucher les premières personnes. Eh bien, si. Alors, on a été aidé effectivement par le Secours catholique. Actuellement, le projet TZCLD est porté par les grandes associations nationales, que sont Emmaüs, le Secours catholique, ATD Quart-Monde, la Fédération des acteurs de la solidarité. Vous avez également Bleu Blanc Zèbre, le Pacte civique. Enfin, tous se sont mis autour de la table et travaillent d'ailleurs d'arrache-pied à la deuxième loi. Voilà. J'en oublie, bien sûr. Mais bon, voilà, les grandes, les principales. Donc effectivement, on a été aidé par le Secours catholique qui a amené les premières tronçonneuses, hein, c'est moi qui ai été chercher dans le coffre de la voiture. Et puis il y a eu un apport financier. Et puis après, quand même, parce qu'on n'est quand même pas des novices en création d'entreprise pour la plupart d'entre nous, on avait quand même dit les fonds propres, il en faut à minima. Et donc il y a eu une négociation qui était déjà bien commencée quand même. En tout cas, on a fini par arriver à avoir des fonds propres, versés effectivement aussi par l'État, qui nous a permis effectivement de démarrer une vraie activité. Les activités sur Prémery. Alors, Prémery, c'est 4800 habitants, c'est 13 communes, 12 communes forestières, pour aussi le problème de la forêt. Et effectivement, c'est un territoire qui était un territoire rural industriel, jusqu'en 2002, où l'entreprise qui a employé jusqu'à 700 personnes dans le siècle dernier a fermé ses portes en 2002, mettant au chômage 200 personnes. Et donc, c'est pas si loin, 2002. Donc c'est un territoire très rural, c'était la seule entreprise du territoire. Et donc qui faisait vivre des familles, qui a fait vivre des familles sur plusieurs générations.
Et ils se sont trouvés confrontés à un arrêt brutal avec des gens qui, pour certains, qui n'avaient jamais rien expérimenté d'autre, peu mobiles, et aussi une difficulté effectivement de réflexion politique, parce qu'il n'y avait peut-être pas eu l'anticipation nécessaire pour dire mais qu'est-ce qu'on va faire après et si voilà. Et avec aussi, tant qu'à faire, un site extrêmement pollué. Donc, puisque c'était une entreprise qui faisait des cols, il y a eu du charbon de bois, des cols, des arômes. C'est un des seuls endroits que je connaisse où quand vous arriviez, vous aviez une odeur de fraise, la chimie du bois. Et en tout cas, ce site pollué a fait que le territoire, les élus du territoire, les collectivités se sont engagés dans une démarche de contre-pied. Donc on est ce qu'on appelle depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps exactement, mais peut-être pas moins de 10 ans, territoire énergie positive, TEPCV, TEPOS. Et effectivement, le but c'était de dire, ben voilà, on est montré du doigt parce qu'on est le territoire le plus pollué de la Nièvre, et ben on va utiliser toute notre énergie, effectivement, pour en faire un territoire exemplaire. Et ils sont rentrés dans cette démarche. Et donc, derrière, c'est une dynamique qui a effectivement permis aussi l'émergence de cette réflexion sur la transition socio-écologique que représente aussi l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Non pas peut-être en termes écologiques directement, mais en termes social, en tout cas, c'est sûr. Que puis-je dire? Oui, je voulais vous parler effectivement des activités quand même. Donc, territoire rural. Alors, on a une activité qu'on appelle bois et forêt, qui permet aux personnes, aux habitants, de pouvoir se chauffer avec le bois qui appartient aux communes et qu'elles mettent à la disposition de leurs habitants, à des coûts réduits, voire nuls, à charge pour eux de faire le bois et de l'amener jusqu'à chez eux. C'est ce qu'on appelle les affouages, pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà. Et donc, on intervient effectivement dans ce cadre-là. Alors, très clairement, il n'y avait pas de concurrence, puisque là, malheureusement, c'est où les gens le font, ou le faisaient faire au noir. Donc, on a un certain nombre de salariés qui ont beaucoup travaillé au noir, qui maintenant ne travaillent plus au noir. Donc, on travaille également dans ce cadre bois et forêt pour des forestiers, des entreprises forestières, pour du bois de découpe, où on intervient non pas forcément dans l'abattage, mais plutôt dans le façonnage. On a une activité de réparation et entretien d'appareils de motoculture. 18 mois avant l'ouverture de l'EBE, il y avait une entreprise sur Prémy qui a fermé ses portes et qui faisait cette activité-là. Et 20 km autour, il n'y a rien d'autre. Et en même temps, le territoire rural dit beaucoup de tondeuses, beaucoup de tronçonneuses, des broussailleuses pour effectivement. Et là, comment on fait? Donc on a repris cette activité-là, qui fonctionne très bien d'ailleurs, où 6 personnes travaillent. On a effectivement une activité de maraîchage bio, en espérant qu'on arrivera jusqu'à la permaculture. C'est un peu compliqué et effectivement, alors je ne sais pas si on va parler directement changement climatique, mais en tout cas les sécheresses des 2 dernières années n'ont pas été sympathiques à gérer, vous imaginez bien. En tout cas, on exploite les terrains ouvriers, les jardins ouvriers, c'est un juste retour, effectivement qui était de Loriotte, pour ne pas citer l'entreprise qui a fermé ses portes. On a une activité, on a monté une recyclerie, ressourcerie, qui fonctionne très bien et grâce à laquelle s'est développé aussi un certain nombre d'ateliers de relooking de meubles, de réparation de vélos. Il y a quelqu'un qui s'occupe d'horloges, puisqu'il avait des compétences en horlogerie, donc voilà, il répare des horloges. Enfin, l'enjeu, effectivement, on a dans cette recyclerie une grosse partie livres, puisqu'on a 16 000 livres en rayon, et a priori, je sais depuis hier qu'il y en a 40 000 en tout, donc ils ne sont pas tous en rayon. En tout cas, il va falloir trouver une autre utilisation des livres, c'est sûr.
En tout cas, on a un bel atelier et un bel outil, parce qu'effectivement, la recyclerie, la ressourcerie, c'est un des enjeux majeurs de l'entreprise, puisque c'est aussi l'endroit où les gens peuvent exploiter ou développer d'autres compétences. Puisque, effectivement, ils peuvent toucher à tout. Et c'est un des enjeux. Même s'ils ont une activité principale, effectivement, c'est important, et je pense que beaucoup le font d'ailleurs, peuvent développer ou des activités de création qui sont intéressantes pour les gens et qui sont assez porteuses de valeur pour eux. On a aussi une activité de service, alors on appelle ça conciergerie, service aux entreprises, aux collectivités et aux habitants, tout en veillant, et c'est là où on pourrait tomber très vite dans le domaine de la concurrence. On veille à ne pas empiéter sur les plates-bandes, effectivement, tant des entreprises locales, mais aussi du chantier d'insertion, qui est par ailleurs un partenaire très fort chez nous, puisque l'expérimentation territoire zéro chômeur et les EBE créés ne sont pas du tout du domaine de l'insertion. On n'est pas du tout dans la même logique. On ne considère pas que les gens ils ont des difficultés de vie ou effectivement ils soient inadaptés. On considère que c'est l'emploi qui est proposé qui est inadapté, ce qui est totalement différent. En tout cas, donc, les personnes qui effectivement ont des fragilités très particulières, qui effectivement intègrent le chantier d'insertion, quand leur parcours, quand ils sont prêts, ils intègrent directement l'entreprise à but d'emploi, puisque dans l'insertion, les contrats qui sont proposés sont strictement des contrats à durée déterminée, enfin tout au moins dans les chantiers d'insertion. Il y a quand même quelque chose, je crois, qui est important à dire, c'est qu'on parle effectivement de nos concurrences, et comme tout le monde, on est tous pareils, on n'entend pas le nom, on entend directement concurrence. Or, effectivement, sur les territoires ruraux, et c'est vraiment évident chez nous, on l'a constaté, la concurrence, c'est une... Enfin, voilà, c'est pas forcément une idée qui doit se développer. Je dirais que c'est une fumisterie pour le faire bien, parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à faire. Les entreprises, effectivement, elles ont une qualification, elles ont des savoir-faire qui sont importants, mais il y a des tas d'activités qu'elles font qui, sur les territoires ruraux, ne sont absolument pas rentables. Vous avez, alors je le fais assez souvent, Mamie Georgette, j'espère qu'il n'y a pas de Georgette ici. Mamie Georgette a un problème effectivement d'électricité. Zut, l'interrupteur ne fonctionne pas. Ou effectivement, Mamie Georgette, les ampoules, elles ont grillé. Eh bien, Mamie Georgette, si elle demande à l'électricien qui habite pas loin de venir, elle va ou l'attendre longtemps, ou alors il va être charmant et elle va le connaître bien, et il va venir le soir tard pour dire bah, tiens, je viens de changer ton ampoule gracieusement, ou alors ça va lui coûter cher. Et Mamie Georgette, évidemment, comme beaucoup de mamies sur les territoires ruraux, vit avec son minimum retraite, et Mamie Georgette a des moyens très limités. Donc toutes ces activités qui, chez nous, ne sont pas faites par une structure d'aide à domicile, je précise quand même, parce qu'il y a aussi un certain nombre de services à la personne qui peuvent répondre à ces problématiques-là. En tout cas, chez nous, il n'y a pas, donc effectivement, c'est le BE qui fait. Vous avez aussi, quand on parle de l'électricien, on a un président de BE, puisque j'en ai en association loi 1901, assujetti à la TVA et aux impôts, quand même, je précise, qui est électricien de métier. Et ce monsieur, Thierry, pour ne pas le nommer, Thierry dit souvent, et il explique souvent, quand j'ai un chantier, mes électriciens, il a plusieurs salariés, mes électriciens, je les paye plus que le SMIC. Ils ont des compétences, comment on appelle ça, pointues, spécialisées en électricité, et donc eux, leur boulot, c'est de refaire effectivement toute l'installation. Oui, mais je perds du temps, je perds de l'argent à leur faire enlever l'installation. Et ça, le BE, des salariés qui, alors il ne faut pas, voilà, on enlève le courant, enfin bon, ça
paraît logique. Mais effectivement, ces travails de coopération, je crois qu'il y a une erreur majeure, c'est parler de non-concurrence, il aurait fallu parler de coopération. Parce que c'est ça, quand on parle de consensus, parce que les entrepreneurs aussi sont à mettre autour de la table, parce qu'eux aussi ils ont énormément de besoins. Ils ont des problématiques auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Ils ont aussi des engagements de vie, c'est-à-dire on vit dans un territoire et ils n'ont pas forcément envie que Mamie Georgette se retrouve dans une situation difficile, mais ils ne peuvent pas nécessairement répondre. Donc effectivement, comment on fait pour mettre en musique tout ça? Et c'est effectivement un des enjeux du fait de travailler ensemble sur l'élaboration d'un projet comme l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Voilà. C'est bon ?